voté le Front National. Elle s'est déjà fait interviewer par France 3 où elle disait ouvertement qu'elle votait pour ce parti-là, alors que moi après on me dit on a vu ta grand-mère à la télé, elle a dit ça, mais comment ça se fait? Comment te dire? Je m'appelle David, j'ai 27 ans. Mes parents sont à la fois français et africains subsahariens, avec un père du coup noir et une mère blanche. Je pense que très vite la manière dont on m'a déjà décrit physiquement, comme marron ou café au lait, à travers déjà ces descriptions, que ce soit à l'école ou à l'intérieur de ma famille, quand des personnes essayaient de me décrire, j'ai compris que j'étais pas blanc, mais je comprenais pas pourquoi, en tant que métisse, qui était 50-50, j'allais toujours être du côté noir et jamais du côté blanc. Alors que si on pouvait dire de moi que je pouvais être noir, on pouvait aussi dire de moi que j'étais blanc, mais ça ne se passait jamais comme ça. Donc moi je m'appelle Priscilla, j'ai 32 ans et je suis originaire de la Martinique et de la Guadeloupe et un quart de la France aussi. Du coup ma mère est métisse vu que son père est noir et ma grand-mère est blanche, et en fait ma grand-mère avait déjà rejeté ma mère du fait de sa couleur de peau parce que c'était la plus foncée des métisses, mais si je te montre ma mère en photo, tu vas comprendre qu'elle est très très claire. Voilà, mais c'était un rejet total de par sa couleur de peau déjà. Et ma mère, elle a fait sa vie avec une personne noire, donc moi je suis la plus foncée par exemple de tous mes cousins cousines. Donc il y avait que ma fratrie et moi qui subissions les foudres on va dire de ma grand-mère et tout ce racisme là, parce que finalement on était aussi les seuls concernés par cette histoire de couleur de peau, et on est vraiment des personnes racisées, on n'a pas de white passing ou que sais-je. Je m'appelle Mawa, j'ai 30 ans et je suis originaire d'Afrique du Nord. Du côté de mon père, ils sont kabyles, donc très clair de peau en plus. Mes cousines sont quasiment toutes blondes aux yeux bleus. Et donc ouais, ça a été beaucoup de du côté de mon père, alors que du côté de ma mère, beaucoup de négrophobie intériorisée, parce que du coup du côté de ma mère ils sont métissés. Il faut effacer le gène noir. Ma mère elle est tunisienne, mais mon grand-père lui était métis tunisien-sénégalais. Bizarrement j'en veux pas trop du côté de ma mère, parce que mes tantes ont été les principales victimes en fait de ce racisme, et où en grandissant je me rends compte que c'est aussi une peur, parce qu'elles ont vécu de la négrophobie quand elles étaient en Tunisie. Donc c'est une peur, c'est une réponse traumatique. Donc je leur en veux pas. Par contre, je veux pas ça dans ma vie. Je m'appelle Laetitia, j'ai 39 ans et je suis d'origine franco-ivoirienne et guadeloupéenne. Ma famille, donc du côté de ma mère, ils sont français d'origine normande, un petit peu portugaise aussi. Et du côté de mon père, donc c'est la Côte d'Ivoire. Ma mère m'a eu très jeune. Et donc mon géniteur donc, est d'origine guadeloupéenne, mais j'ai été élevée par mon beau-père donc, qui est d'origine ivoirienne. Donc j'ai pas la même origine que mes frères et sœurs, d'où entre guillemets les petites tensions qu'il y a pu avoir au sein de la famille quand j'étais petite. Voilà. Et le père de mes enfants, lui, est métis franco-ivoirien. Donc pareil, sa mère est européenne et son père est d'origine ivoirienne. Donc c'est un peu le même contexte finalement. Dans mon enfance, j'ai vécu quand même pas mal de racisme intrafamilial. Ça venait principalement de mes grands-parents. Qui sont donc européens, d'origine normande, et qui avaient beaucoup de mal donc du coup avec le mariage de ma mère avec un Ivoirien. Du coup avec moi ils étaient moins racistes on va dire, et ils me le disaient ouvertement, hein, que pour eux j'étais française parce que j'étais d'origine guadeloupéenne, et que mes frères et sœurs eux n'étaient pas français de par leurs origines ivoiriennes. Et ça c'est un truc qui revenait assez régulièrement quand j'étais petite. Ça m'a profondément marqué quand même. Enfin, je sais pas, quand t'as des grands-parents qui... Alors ils étaient adorables avec moi, c'est pas ça le problème, mais ils revendiquaient le fait de voter FN. Ils le revendiquent toujours d'ailleurs. Je me souviens pas d'une fois ne pas les avoir repris parce qu'ils avaient dit des choses racistes, et même encore aujourd'hui, ma grand-mère, bon, elle arrive quand même à un âge certain. Je me souviens pas ne pas l'avoir reprise dernièrement parce qu'elle avait dit quelque chose de raciste. Ça peut me concerner moi, ça peut concerner les gens qu'elle va croiser dehors. Elle est profondément raciste et ça changera pas. Mon grand-père est noir, il est martiniquais, il est né en Martinique, il a fait une partie de sa vie en Martinique, et il s'est marié avec ma grand-mère, donc oui, ils ont eu leurs enfants métis ensemble. Et malgré tout, elle était quand même très raciste, mais envers toutes les ethnies, je veux dire, pas uniquement envers les personnes noires. Ma grand-mère, elle a voté le Front National
nationale. Elle s'est déjà fait interviewer par France 3 où elle disait ouvertement qu'elle votait pour ce parti-là, alors que moi après on me disait on a vu ta grand-mère à la télé, elle a dit ça, mais comment ça se fait, comment te dire. Et après c'était pas forcément tout le temps du frontal, c'est-à-dire qu'elle venait pas nous agresser comme ça, mais en fait elle nous ignorait par rapport aux cadeaux aussi. Nous on avait toujours soit pas de cadeaux, soit des cadeaux vraiment hyper nuls quand c'était Noël, des choses comme ça. Mon frère jusqu'à peut-être ses 9-10 ans, elle connaissait même pas son prénom, enfin vraiment on était sur d'abord de l'ignorance et parfois des paroles tranchantes, et tout ça en lien du coup avec notre couleur de peau. Mon père qui est issu de l'immigration, il a toujours eu une volonté dans un but assimilatoire de m'élever comme un blanc entre guillemets, pour que je m'en tire mieux que lui. Je pense que lui il a intériorisé beaucoup de racisme dans son expérience et qu'il voulait que, en m'éduquant entre guillemets comme une personne blanche, je sois moins sujet au racisme que lui a pu subir. Il m'a toujours fait comprendre que l'ascension sociale passait à travers le fait de relationner avec une blanche. Il ne voyait pas l'intérêt de sortir avec une personne noire ou avec une personne asiatique ou une personne arabe. Il fallait à tout prix que ce soit déjà une personne blanche. Je pense qu'au début c'était juste de l'incompréhension qui s'est transformée au fur et à mesure en agacement de justement mon père qui constamment rabaissait sa propre communauté. Ça m'a un peu matrixé le fait qu'il utilise souvent des termes péjoratifs pour dire les noirs sont bêtes, les noirs n'ont pas compris où doivent être leurs intérêts, les noirs ceci, les noirs cela. En mode, lui il pensait bien faire dans le sens j'attends mieux de toi et j'attends que tu sois plus intelligent que les gens de notre communauté. Mais en fait moi ça m'a mis dans un truc où en fait je me sentais à la fois dévalorisé parce que je savais que moi-même j'appartenais à cette catégorie de personnes et que ça me mettait la pression pour justement me dépasser constamment et toujours montrer notamment que j'étais mieux que les autres noirs par rapport à une perception blanche, mais qu'aussi il fallait que je sois encore plus que les blancs pour pas qu'ils voient que je sois noir. Ma mère, par rapport à ses parents en fait racistes, elle défendait beaucoup mon père. Donc c'est un truc qu'elle a jamais accepté. Pour elle, le racisme, c'était pas entendable. Simplement, je pense que de par son physique, donc c'est une blonde aux yeux clairs, elle est française quoi, pour elle, en fait, elle a jamais compris que ses enfants puissent subir le racisme. Donc en fait, elle nous a jamais armés, elle nous a jamais défendus. En fait, elle défendait son mari, voilà, les repas de famille, c'était quelque chose chez nous. Donc ça se terminait toujours en conflit. Donc elle défendait beaucoup mon beau-père du coup. J'ai vécu un racisme qui était quand même assez important. Et ma mère, ça, elle l'a jamais entendu parce qu'elle ne le comprenait pas. Pour elle, les métis, ils vivent pas le racisme. Et mon père, de son côté, pareil. Donc en fait, vraiment, à la maison, j'avais pas vraiment de soutien par rapport à ça. Et par contre, du côté de mon père, c'était beaucoup plus insidieux. Ils n'ont jamais accepté que mon père soit avec une arabe, enfin en tout cas une assimilée arabe, parce que du coup, les conflits entre les Kabyles et les Arabes, c'est très complexe. L'avis de mon oncle était super important, et l'avis, du coup, par extension, de sa femme, qui est blanche, avait beaucoup d'importance. Puis en plus, elle était prof, et puis le côté très institutionnel, donc leur avis était super important. C'est même lui qui m'a beaucoup éveillée au racisme. Du coup, j'ai jamais compris pourquoi est-ce que lui ne voyait pas le racisme dans la famille. Et c'était très bizarre. Mais je pense qu'il était complètement aveuglé, vraiment par cet amour, cette tendresse qu'il avait pour mon oncle. J'ai très peu connu ma partie africaine. Le peu d'interactions que j'ai eues, eux m'ont toujours, entre guillemets, fait comprendre que ça serait bien si je me mariais avec une personne de mon ethnie. Alors que pour moi, je pensais qu'on était juste tous des êtres humains et qu'on pouvait relationner un peu avec qui bon nous semblait. Mais j'ai senti qu'il y avait un attachement de la partie blanche et de la partie noire à ce que je relationne soit avec une partie blanche ou avec une partie noire. Comme s'il n'y avait pas d'autre possibilité que juste ce choix binaire de vu que t'es métisse, il faudra qu'à un moment tu choisisses entre blanc ou noir. Aujourd'hui, je sais que je suis métisse. Donc, mais c'est vrai que je me suis jamais sentie appartenir à quelconque communauté, ça il faut le dire aussi. Pourquoi ? Parce que je me suis toujours sentie rejetée par ma famille blanche. Dans ma famille noire, mon père lui il a toujours été présent pour nous, mais sa famille à lui était en Côte d'Ivoire. Donc on a dû faire quelques petits séjours qui se sont très bien passés, mais là-bas aussi c'était assez compliqué aussi de se faire accepter. Il y avait une certaine forme de rejet que j'ai bien ressenti.
Et donc du coup, est-ce que je me sens appartenir à telle ou telle communauté? Non, pas vraiment. Pour moi, je suis métisse et c'est encore autre chose. J'ai demandé à mon grand-père, en fait, il m'expliquait qu'au début, ça se passait très bien, mais très vite, effectivement, elle a eu des paroles de ce type. Après, ce sont mes grands-parents, donc on imagine bien, dans les années 50, déjà, c'était pas classique qu'il y ait une personne blanche qui se marie avec une personne noire. Et après, effectivement, très vite, elle a eu ce type de propos, mais que ce soit d'abord envers mon grand-père, et ensuite également envers ma mère, lorsqu'elle était voilà, en colère ou des choses comme ça. Ma mère a aussi reçu ce type de propos de la part de ma grand-mère. Et après, pour ma grand-mère elle-même, elle a été élevée dans un orphelinat, donc elle a été abandonnée. Et je pense que voilà, aussi tout l'amour qu'elle n'a pas reçu, toute cette éducation qu'elle n'a pas eue et tout l'aspect familial qu'elle n'a pas eu, je pense que ça s'est complètement ressenti dans ce qu'elle a transmis derrière, en plus de cette couche-là de racisme, parce que ma grand-mère, elle avait retrouvé un de ses frères et ils ont commencé à s'envoyer des lettres il y a très longtemps, on n'était pas nés. Et dès qu'elle lui a annoncé qu'elle s'était mariée avec un homme noir, son frère par exemple, il a complètement coupé les ponts. Il a dit dans ce cas-là, toi et moi ça s'arrête là, on n'ira pas du tout plus loin du fait de la couleur de peau de mon grand-père. Donc je pense que le racisme était quand même déjà bien installé. En fait, du coup, du côté de mon père, donc lui il a grandi donc en Côte d'Ivoire, Afrique coloniale, il est né dans les années 40. Donc je pense que pour lui, le racisme, il était clair, il était évident, il a toujours essayé de s'intégrer. Peut-être que le mariage avec ma mère, c'était une façon aussi de s'intégrer pour lui, je le pense profondément. Et du coup, pour lui, c'était impossible que je puisse subir le racisme. On avait beaucoup de discussions ensemble. Lui, il essayait de temporiser les choses, de s'assimiler au maximum. Et en fait, on n'avait pas les mêmes problèmes. Et pour lui, c'était le métissage, c'était l'avenir. Un métis, pour lui, n'a pas à vivre le racisme. C'est pas entendable, en fait. Donc, c'était assez particulier. La relation avec ma grand-mère, elle a évolué quand moi j'ai eu mes enfants. Parce que j'ai eu mes 2 filles. Et je ne sais pas pourquoi elle s'est prise d'affection vraiment pour mes filles. Elle a été vraiment une grand-mère avec elles, comme elle n'a jamais été avec nous. Et donc, à partir de là, ça a vraiment changé la donne. Parce que moi, j'avais beaucoup d'animosité envers ma grand-mère. Vraiment, je lui parlais quasiment pas. Mais quand j'ai vu qu'elle faisait vraiment ce pas-là envers mes enfants, qu'elle demandait à les voir plus souvent, vraiment qu'elle avait ce rôle de grand-mère, ça a totalement changé. Donc moi je me suis un petit peu déridée et en fait j'essayais aussi de ne pas aller sur les terrains on va dire un peu glissants, mais finalement très honnêtement ça s'est même pas représenté. Il n'y a aucun moment où depuis que j'ai eu mes filles ce type de situation s'est reproposé. Elle ne faisait plus de réflexions qui pouvaient être gênantes ou quoi que ce soit. Donc vraiment à partir du moment où moi j'ai eu mes filles, ça s'est complètement amélioré. Quand j'ai commencé à grandir, ma tante a explicitement interdit à mes cousines d'être proches de moi, soi-disant parce que j'étais une racaille. D'une manière ou d'une autre, ma tante faisait tout pour pas qu'on soit proches, quitte à me dénigrer, à m'insulter. J'avais l'impression un peu de me battre contre des moulins à vent, à tout le temps essayer de créer du contact avec ma famille et d'être tout le temps reléguée, donc ça a été un peu dur. Les filles de mon oncle et ma tante qui m'ont dit ouais en fait nos parents ils sont racistes. Et c'est ça en fait qui m'a aussi fait avoir ce déclic de me dire mais en fait depuis que je suis jeune, je suis pas folle. Ce que je ressens, c'est pas juste de la folie. Leurs enfants me le disent, c'est du racisme. Elles doivent entendre des discours que moi j'entends pas. Les Noirs et les Arabes ne foutent rien, c'est des feignants. Nous on les voit, les nouvelles générations. Je pense à chaque fois que je vois mes parents et puis même si ça me blesse pas déjà personnellement et que ça va pas s'attaquer au fait que moi-même je sois racisé, en fait ça va être des mots racistes à l'égard des fois d'autres communautés qui vont me crisper, notamment déjà de ma mère parce qu'elle est pas du tout déconstruite et qu'elle va tenir des discours discriminants style les Roms ceci, les Asiatiques cela, les Arabes comme ci, et qui me renvoie moi-même à mes propres préjugés que j'ai pu subir en tant que minorité quoi. Et après ça s'est aussi exprimé dans mes relations intimes propres, du fait de m'avoir matraqué que la femme blanche c'est vraiment l'ascension sociale. J'ai moi-même dénigré malgré moi toutes les autres formes d'ethnie parce que pour moi il fallait vraiment que socialement je m'élève à travers mes propres relations intimes, c'est-à-dire à travers le fait de relationner avec des personnes blanches.
Moi, dans le choix que j'ai fait de me mettre avec une personne noire, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais ça a été clairement provoqué finalement par toute cette histoire familiale, parce que moi, je ne voulais pas me retrouver avec quelqu'un qui potentiellement pouvait me dire un jour sale noire, ou me mettre face à ma culture en me disant que ma culture elle est moins bien ou quoi que ce soit. Là, moi aujourd'hui, j'ai fait ma vie avec une personne guyanaise. Pour moi, la Guyane c'était déjà trop loin, par exemple par rapport aux Antilles. Donc oui, ça là-dessus, ça a été un vrai choix par rapport à ça. Et aussi pendant très longtemps, j'ai beaucoup rejeté le métissage, parce que moi à l'époque où je suis née en 90, donc quand j'étais dans l'adolescence, il y avait beaucoup de personnes qui disaient mais moi je veux un enfant métis parce que c'est trop beau les métis, etc. Et moi j'en pouvais plus, parce que je me disais mais vous vous rendez pas compte en fait ce que le métissage peut aussi induire pour une personne. C'est pas juste avoir un enfant peut-être un peu clair avec les cheveux bouclés, déjà on ne sait pas comment il va sortir l'enfant, mais en plus de ça derrière il faut lui donner les armes pour trouver sa place aussi entre ces deux cultures, et même physiquement selon comment il va être, peut-être que on lui dira t'es pile poil des deux, peut-être qu'on lui dira non finalement t'es que noir, peut-être que même lui il saura pas où se placer. Donc c'est pas juste se dire c'est trop cool d'avoir un enfant métis dans les années 2000, non. Et donc ça je l'avais aussi beaucoup rejeté pendant très longtemps. Je suis une personne qui a du mal à me trouver jolie, parce qu'effectivement j'ai subi beaucoup de racisme étant plus jeune, et surtout ça a conditionné mes choix amoureux. Voilà, parce que vivre dans une famille où chaque repas de famille est un calvaire parce que ton conjoint n'est pas accepté donc par ta famille, du coup ça m'a conditionné. Je me suis dit que je voulais pas me marier avec un Européen par exemple pour ne pas vivre la même chose, et j'ai absolument cherché à me mettre avec un métis du coup. Alors, je pensais que justement ça allait nous rapprocher parce qu'on avait vécu les mêmes choses. Simplement, le fait d'être avec un métis, ça voulait dire qu'il avait vécu les mêmes choses que moi. Et que du coup, les repas de famille, etc., ils étaient tout autant problématiques. J'ai vécu la même chose en fait dans ma belle famille. Sa mère ne m'a jamais acceptée. Je compte pas un jour où on m'a pas fait des réflexions sur mes cheveux, ma peau, mes origines. Enfin, c'était vraiment relativement problématique. Je l'ai toujours senti. On me l'a jamais dit clairement, mais je l'ai ressenti, et j'en discutais d'ailleurs avec mon ex qui, lui, me disait oui, je peux pas te mentir, dans ma famille, il y a un problème. Ils étaient vraiment dans le déni de leurs origines. Et l'anecdote la plus marquante que j'ai donc avec sa maman, c'est qu'un jour, elle a présenté une collègue de son travail donc, à mon ex en lui disant, donc qui était caucasienne, en lui disant tu vois, c'est avec quelqu'un comme ça que je te verrai. J'étais là. En fait, ça m'a privé d'une fierté que j'aurais aimé avoir. Puisque en m'élevant comme une personne blanche, mon père m'a privé de tout ce qui est de l'ordre de la racine culturelle. Il m'a privé d'une seconde langue, voire d'une troisième. Il n'a jamais osé parler son propre dialecte avec moi, ce qui aurait pu m'enrichir. Ça m'a privé d'une fierté liée à la musique, à la tradition vestimentaire, à l'histoire aussi. Et toutes ces richesses en fait, que j'aurais pu avoir intellectuellement en plus, et une fierté et du coup une confiance en moi liée aussi à ma part noire et à ma part africaine, dont il m'a complètement privé, et il m'a jamais vraiment replongé dedans. Pour ensuite justement me dire ouais mais l'Afrique ça t'intéresse pas tant que ça. Et en fait non, c'est toi qui m'as désintéressé inconsciemment de tout ça. L'impact que ça a eu sur moi, en tout cas au niveau de mon apparence et de la façon dont j'avais envie de paraître aux yeux des gens, je sais que petite j'ai très vite eu conscience que j'étais pas comme mes parents. Pourquoi ? Parce que y avait une anecdote au jardin d'enfants, et ça c'est celle qui m'a le plus marquée. J'étais en train de jouer et il y a une famille qui est venue et qui m'a dit où est ta maman ? Donc j'ai montré ma maman qui était au loin et on m'a dit c'est pas ta mère, arrête de mentir. Donc j'étais obligée d'aller chercher ma mère pour leur dire voilà, maman, dis-leur que t'es ma maman. Enfin, donc j'ai su déjà très jeune que je ne ressemblais pas à mes parents. Quand on grandit dans un milieu qui est à 99% blanc, qu'on a une maman blanche qui visiblement est très jolie, on veut être blanc. Je pense que j'ai eu cette période-là, entre mes 10 et 15 ans, où j'étais dans le déni de moi-même. Je me lissais les cheveux, je mettais mes lèvres comme ça des fois pour... pour voir ce que ça faisait. Et puis à un moment donné, j'ai grandi et puis je me suis dit que la meilleure façon d'être acceptée, c'était de s'accepter soi-même, d'arrêter de vouloir ressembler aux autres. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre confiance en moi. C'est pas une confiance en moi qui est parfaite, mais en tout cas, ça me permet de me sentir bien au quotidien. Tous ces événements, ça m'a permis de me rapprocher de ma culture, enfin de mes cultures, et d'être encore plus à fond là-dedans et de découvrir des histoires, des célébrations que je célèbre avec mes amis et pas avec ma famille. Donc c'est des pages vides que moi j'essaie de créer et voilà, de mélanger un peu toutes mes histoires et d'en faire quelque chose de beau alors qu'on a essayé de m'effacer. Arrêter
d'anticiper le fait que vos enfants vont être victimes de discrimination. Informez-les plutôt de moi j'ai connu ça et peut-être que toi tu seras amené aussi à ça, mais donnez-leur justement les clés pour déjà se prémunir face à cette discrimination et les rendre en fait fiers. Parce qu'un enfant, quand il est fier, il n'a pas peur de défendre ses intérêts auprès des autres camarades, auprès du corps enseignant. Mais dès qu'ils sentent que, en fait c'est des éponges les enfants, dès qu'ils sentent qu'il y a une forme de honte, de tabou, de non-dit, ils vont l'intérioriser malgré eux et eux-mêmes vont commencer à mettre des mécanismes de défense par rapport à ses propres non-dits en fait. Et ça va ressortir des années plus tard dans leurs relations amicales, sociales, amoureuses, professionnelles. Je pense qu'à un moment donné, il faut se dire que sa famille, on ne la choisit pas. Ça a été très difficile pour moi, vraiment. On ne choisit pas sa famille et on passe notre temps à nous dire qu'il faut faire avec. Alors, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'à un moment donné, j'ai compris aussi que ma famille, elle était toxique pour mon bien-être psychologique et que je m'en suis éloignée volontairement. Si ça peut permettre donc, à certaines personnes de se sentir mieux dans leur vie, de ne pas fréquenter leur famille, il ne faut pas hésiter à le faire. On n'est pas... Effectivement, on a un lien, on est de la même famille. Mais je pense que voilà, quand voir sa famille, c'est vraiment une douleur, qu'on en ressort avec la tête pleine de négativité, il faut arrêter. On n'a pas à culpabiliser, à se faire passer en premier. Surtout quand on est enfant d'immigrés et qu'on vit en France, on est à l'intersection de plein d'oppressions. Et en fait, si même au sein de notre foyer c'est toxique, on a le droit de partir. On a le droit de claquer la porte. On a le droit d'être en colère. On a le droit de s'énerver. On a le droit de pleurer. Ouais, de couper ces cycles toxiques. Créez-vous votre famille de cœur. Faites des choses qui vous font du bien. Et gardez des liens uniquement avec des gens qui vous font du bien.